Voilà, mesdames et messieurs, merci d'être au rendez-vous de Dimanche C'est Politique. L'heure est au plateau, à la tribune des hommes des médias. C'est bien sûr l'hebdo des éditorialistes. Mesdames et messieurs, merci d'être toujours des nôtres. C'est dimanche et vous le savez, Dimanche C'est Politique. Nous avons nos collègues qui sont présents au rendez-vous ce dimanche matin pour aborder l'essentiel de l'actualité de la semaine. Je commence par Moudachiro Soubero. Bonjour. Bonjour Théodule, bonjour aux téléspectatrices et téléspectateurs de ETélé. Très bien. Moudachiro Soubero, vous êtes le rédacteur en chef du quotidien L'Autre Quotidien. C'est bien cela. Merci d'être là. Et avec nous, merci beaucoup, Stéphane Arin-Rosso. Stéphane, bonjour. Bonjour, M. Théodule. Merci d'être au rendez-vous. Je rappelle que vous êtes le rédacteur en chef du quotidien L'Autre Vision. Absolument. Ah ben, de l'autre à l'autre, et ça se passe en tout cas très bien. Mais c'est une coïncidence, Moudachiro, je préfère m'en laisser d'abord à Moudachiro. L'autre quotidien, l'autre vision. C'est pas moi qui ai invité les gens, donc je ne savais pas qui je retrouverai sur le plateau. Bon, donc c'est vous qui avez eu l'amabilité d'inviter. Bon, donc c'est vous qui avez fait la compétitivité. Merci à vous, Mouna. Stéphane, c'est vrai? Non, c'est une coïncidence heureuse. Très bien. De retrouver mon doyen. Très bien, merci à vous. Et puis, le troisième invité que nous avons sur ce plateau, Adrien Tchomakou. Adrien, bonjour. Bonjour Théodule, bonjour chers téléspectatrices et téléspectateurs de ETélé. Très bien. Adrien Tchomakou, directeur de publication du quotidien Fraternité. Alors, l'actualité, nous allons l'analyser, commenter avec vous plusieurs sujets. Je démarre par... je laisse qui démarrer, Stéphane vous démarrez. Alors, au cours de la semaine, qu'est-ce qui vous a véritablement marqué, sinon ces derniers jours? Il faut déjà dire que l'une des informations qui m'a marqué, c'est cette rumeur qui a eu cours, cette rumeur qui concerne l'alliance qui pourrait se faire entre le BR et le parti Les Démocrates pour... Vous voulez parler du contrôle du péchois, les possibles alliances? Les possibles alliances, bien alors, évidemment. Pourquoi avoir choisi ce sujet? Allez-y. Évidemment, c'est très important d'aborder ce sujet dans la mesure où, quand on connaît la position du bloc républicain, lorsqu'on apprend qu'il a une certaine possibilité que ce bloc républicain fasse une certaine alliance avec le parti Les Démocrates, qui est un parti de l'opposition, il y a à s'interroger. Heureusement que le secrétaire général national, Abdoulaye Biachane, est monté au créneau très rapidement pour démentir le fait et réitérer le soutien de son parti au chef de l'État. Au demeurant, il faut dire que cette sortie, au-delà des assurances que cela a laissées, n'empêche pas d'entrevoir, n'est-ce pas, donc des réflexions dans ce sens, puisque nous savons que l'Assemblée nationale est le haut lieu par excellence de la politique où des alliances se font et se défendent tout le temps en fonction des intérêts des uns et des autres. Oui. C'est vrai qu'on peut compter sur le leadership du chef de l'État qui pourrait taper du poing sur la table pour dire vous devez vous entendre, vous qui êtes des partis qui me soutiennent. Cependant, on peut toujours imaginer que vu les tergiversations qu'il y a eu entre-temps entre le parti Union progressiste et le parti Bloc républicain, on peut toujours dire que c'est bien possible qu'il y ait cette forme d'alliance pour le contrôle du perchoir, pourquoi pas? Oui, pourquoi pas, mais il est à retenir quand même, là, avant de laisser les autres collègues développer leur opinion, que le secrétaire général national est monté au créneau pour dire non, ce n'est pas possible de toute façon. Absolument, je suis entièrement d'accord et je l'ai notifié. Très bien. Toutefois, nous sommes en politique. Nous sommes en politique et on ne peut pas exclure le fait
on ne peut pas dire que c'est exclu. Nous sommes dans le champ politique et cette sortie de Abdoulaye Biotchané, on doit prendre ça comme la version officielle. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Il faut attendre les jours à venir pour pouvoir le connaître. Très bien. Modacho, votre avis sur la question? Bon, il faut commencer par dire que l'Assemblée nationale est quand même la deuxième institution hautement politique, vu le statut des différents pouvoirs dans notre pays. Et que des rumeurs circulent par rapport à l'Assemblée nationale, cela va de soi. Surtout que nous venons de finir les élections. Le 8 janvier, le peuple béninois est allé aux urnes. Donc, les deux résultats attendus sont proclamés, les provisoires, les définitifs. Donc, il ne reste que l'installation le 12 février prochain. C'est cela. Donc, que cela suscite déjà des débats, des commentaires, des supputations. C'est normal, c'est la chose la plus normale. Il faut d'abord admettre ça pour dire maintenant que possible alliance entre X ou Y. Nous sommes en politique. L'Assemblée nationale, il a dit, c'est le haut lieu de la politique par excellence. Tout peut arriver. Sauf que les contextes ne sont pas les mêmes. Il faut analyser les choses selon leur contexte. Au jour d'aujourd'hui, parce que ce qui a fait susciter le débat, c'est probable alliance entre les démocrates et le BR. Les deux ont 28-28. Cette alliance, si elle venait à naître, au plan chiffre, ça fait 56. Et du coup, ils pourront contrôler pratiquement le Parlement. Mais est-ce qu'on en est là? Je ne crois pas. Je ne crois pas parce que n'oubliez pas que le BR est allé aux élections sous la bannière de la mouvance présidentielle. Absolument. Et nous venons de finir les élections, ce n'est qu'une manche qui est terminée. Il reste la suite. Et tout de suite, on commence déjà par aller au-delà du raisonnable ou du possible. Je ne crois pas. C'est vrai, libre cours à chacun parce que selon les intérêts des uns et des autres, on raconte, on dit des choses. Mais pour qui sait lire entre les lignes, il devra savoir que le bloc républicain demeure un parti fidèle au président de la République. Et du jour au lendemain, du coup, à venir en arriver à une éventuelle probable alliance avec les démocrates, il y a beau lieu. Ce n'est pas possible. En tout cas, on est en politique. Ce n'est pas possible, n'est pas politique. N'est pas politique non plus. Donc, mais demain n'est pas la veille. Très bien. Adrien Tchomakou, votre lecture de cette situation. Bon, ça n'est pas c'était une rumeur, mais ça demeure des possibilités. Sinon, une possibilité. Évidemment, une rumeur peut se concrétiser. Mais vous savez, même si tout est permis, tout est possible en politique, encore que nous parlons du haut lieu de la politique qu'est l'Assemblée nationale, je pense que pour le moment, ce n'est pas évident que cette alliance se mette ensemble. Ce n'est pas évident que ces deux partis se mettent ensemble pour former une alliance. En réalité, j'ai suivi le démenti formel du président ABT. J'ai aussi suivi le porte-parole du gouvernement qui a aussi donné de la voix pour pouvoir clarifier un tout petit peu. Une chose est certaine, il y aura je dirais au lendemain de la prestation de serment des députés, il y aura une alliance. C'est possible. C'est possible que les deux blocs, c'est-à-dire les deux partis de la mouvance présidentielle se mettent ensemble pour devenir plus forts. Mais ce n'est pas évident que pour le moment, en tout cas, c'est moi ma lecture, qu'un parti de la mouvance se mette ensemble très rapidement avec un parti de l'opposition. Et pour quelle fin? C'est ça la grosse interrogation. Ce qui se dit
les spéculations des uns des autres, c'est que, bon, le bloc républicain et les démocrates veulent se mettre ensemble pour pouvoir, je dirais, dépasser en termes de députés, en termes du nombre de députés, le parti le plus fort au Bénin. Je vais parler de l'UPR qui actuellement totalise 53 députés selon les résultats de la Cour constitutionnelle. Une chose est certaine, rien n'est exclu. Mais pour le moment, je pense que ce n'est que des rumeurs et il est souhaitable que ce soit des rumeurs. Oui. Très bien. Mais que chercherait-on? Ça, c'est une question que beaucoup se posent de toutes les façons. C'est vrai, nous sommes en politique. Le secrétaire général national du parti Bloc républicain est monté au créneau pour apporter un démenti formel. Mais l'autre question que beaucoup se poseraient, les avertis de la politique, les experts en sciences po, mais que chercherait-on à aller faire une alliance? Je parle des deux partis de la mouvance. Que chercherait-il à aller faire une alliance, une probable alliance avec les démocrates, si tant est que UP, le renouveau, BF donne déjà 81 députés, Stéphane? Oui, moi je veux déjà relever, pour répondre à votre question, que l'autre monsieur, celui de l'Alliance Iroko, là, comment il s'appelle? Bertin Kaovi a fait une note vocale qui a circulé sur la toile et la lecture que je fais de cette note vocale, c'est une lecture personnelle d'ailleurs qui m'engage, si vous le permettez, c'est que quand vous voyez aujourd'hui la position du bloc républicain, c'est que ceux du bloc républicain se sentent un peu plus ou moins frustrés par rapport à la répartition de certains portefeuilles. On estime que l'Union progressiste s'arroge la part belle et que le bloc républicain se serait... ça, c'est votre lecture. Voilà, c'est ma lecture. Très bien, serait relégué au second rang. Et quand on sait que aujourd'hui, chaque parti a besoin de se positionner, prendre un député du bloc républicain pour contrôler le perchoir serait une certaine manière de valoriser le bloc républicain. Maintenant, est-ce que ceux de l'UP qui ont la majorité voudraient accepter ce sacrifice? S'ils ne l'acceptent pas, les autres aussi peuvent se dire, nous avons un certain nombre de députés qui peuvent nous permettre, si on s'allie à d'autres, de contrôler le perchoir. Maintenant, est-ce que cela va s'inscrire dans la logique de la discipline de groupe? Je ne sais pas si vous comprenez bien ce que je dis. Est-ce que cela va s'inscrire dans la logique de discipline de groupe? Maintenant, quel est alors l'intérêt qu'il y a à faire cette alliance? Moi, je pense que c'est le positionnement. C'est le partage du gâteau. Le gâteau. Le gâteau, il y en a. Nous sommes à l'Assemblée, Adrien. Votre lecture, que chercherait-on? Est-ce qu'il faut se verser dans des alliances contre nature? Parce que parler de BR, démocrate, UP, démocrate, c'est vrai que nous sommes en politique, mais ce sont des alliances contre nature. Tandis que UP, le renouveau, BR, est bien déjà à 81. Que chercherait-on alors? Je le disais tantôt que pour moi, l'heure n'est même pas à une alliance. C'est vrai que des gens pensent qu'il faut déjà une alliance. Mais au fond, une chose est claire, il y aura une alliance. Parce qu'il y a 2026 qui doit se préparer. Et quand nous prenons le code électoral, ce qui va nous amener à franchir le cap de 2026, c'est que ce sont les partis qui vont porter le potentiel candidat à la magistrature suprême. Donc, c'est clair qu'il y aura d'alliance. Évidemment. C'est pour ça, moi, je dis, ceux qui pensent qu'il doit déjà y avoir une alliance entre les démocrates et le BR n'ont pas aussi tort. Pas du tout. Parce que, qu'on veuille ou pas, si en 2026, l'UPR porte un candidat, l'UPR, qu'on veuille ou pas, c'est pour la mouvance présidentielle, c'est pour le chef de l'État. Évidemment. Est-ce que le BR aussi va encore porter un autre candidat qui sera le dauphin de Patrice Talon? Maintenant, est-ce que c'est une manière pour dire déjà que, bon, il faut que les démocrates aussi commencent par réfléchir
pour voir qui ils vont porter en 2023, en 2026. Une chose est claire, il y aura d'alliances, pour ne pas dire des alliances. On peut même aboutir finalement, je ne le souhaite pas, à, je dirais, l'unicité à l'Assemblée nationale. Or, l'objectif de l'Assemblée, c'est la pluralité des débats, des expressions, c'est les débats d'idées, c'est les pour et contre de la mouvance et de l'opposition. Nous devons assister désormais à des débats d'intérêt qui vont amener le pouvoir central à rectifier certaines choses. Donc je pense que l'heure n'est pas quand même à une alliance. Nous devons laisser nos députés s'installer d'abord confortablement. Et bon, avec le temps, je pense que, puisque qu'on veuille ou pas, on parle aussi des, comment on appelle, j'oublie même l'expression, quitter son parti pour aller de la transhumance. La transhumance, oui. On dit que c'est interdit, mais en réalité, ce n'est pas interdit. Quand vous lisez les textes, c'est toujours faisable et on risque à un moment donné de vivre ça. Je dis très fort, quand je regarde l'environnement politique, moi, en tout cas, ça c'est mon opinion personnelle, je doute très fort que les démocrates, par exemple, soient soudés de l'instant jusqu'à la fin. Jusqu'à l'instant. De l'instant jusqu'à l'instant. Bon, évidemment, de l'instant jusqu'à l'instant de 3 ans. Voilà. Donc, une chose est claire aussi, comment on les appelle, les républicains et les progressistes, la probabilité aussi, c'est vrai que la probabilité est faible, mais il y a une probabilité que des gens, à un moment donné, quittent la mouvance présidentielle pour rejoindre ceux de l'opposition. Donc, une chose, qu'on veuille ou pas, il y aura alliance. Mais pas de sitôt. Ok, merci. En fait, la perspective de 2026 m'amène à faire une clarification. Okay. Oui, et on est en 2023. On vient de finir l'élection. On peut encore réviser, c'est ça? Non, ce n'est même pas ça. Je ne parle pas de la Constitution, hein, soyez rassurés. Non, pardon? Que je ne parle pas d'une révision de la Constitution, je parle de la révision du Code électoral. C'est de ça que tu veux parler? Non, pas du tout. Pas du tout. En fait, ce que je veux dire, c'est qu'on a encore une échéance avant la présidentielle de 2026. Beaucoup perdent ça là de vue. De vue. Du coup, ceux qu'on vient d'élire là, ils n'ont que 3 ans de mandat. Pour ne pas dire 2 ans, 9 mois. Bon, en tout cas, oui. Non, 11 mois. D'accord. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? En janvier 2026, on va encore aux élections. Absolument. Législatives et communales. Cumul. Je crois 2e dimanche du mois. Ça doit faire le 11. La date, c'est mes mémoires. Donc, ce sont ces députés et autres élus locaux que nous allons élire en 2026. C'est eux qui vont parrainer la candidature de la présidentielle d'avril 2026. Parce que cette précision, beaucoup de gens perdent ça de vue. C'est dit dans le code électoral. L'article m'échappe. Mais désormais, la perspective de l'année électorale exige qu'en janvier, couplage législatif communal, en avril, présidentiel. Donc, que les gens prennent les alliances et les alliances nature et contre nature de l'heure pour les fois à venir, c'est-à-dire la perspective c'est trop tôt. Parce qu'on a une échéance de 2026, c'est-à-dire janvier, dans 3 ans, raisonnablement, on est encore aux élections et ce sont ces élus-là. C'est avec eux qu'il faut compter avec 2026. D'accord. Cela dit, on a tous reconnu ici sur ce plateau que l'Assemblée nationale est un haut lieu de la politique. Alliance aujourd'hui, des unions demain. C'est-à-dire, selon, très bien, conciliable. Tout ça, c'est le propre d'une assemblée. Et par le passé, on a vécu ça. Notre pays se révèle même comme un champion, comme être un champion dans ça. Rappelez-vous de la toute première législature ici.
Ah non, j'en rêve encore, quoi, de vivre ça. Non, c'était une législature du renouveau, de l'aide du renouveau démocratique. Ah non, ça, on avait de la qualité dans cet hémicycle. Donc, les alliances... Mais je continue de dire que le chef de l'État est encore là pour 3 ans. Oui, absolument. Et il a besoin d'une mouvance pour travailler. Et ce n'est pas ces députés qui se sont réclamés de lui qui vont de sitôt le lâcher. Très bien. Merci à vous, Monachiro. Et puis, on reste à l'Assemblée pour parler donc de cette 9e législature qui sera installée le 12 février prochain. Et probablement et absolument, indubitablement, des habitudes, sinon les habitudes vont changer. Adrien, les habitudes vont changer à l'Assemblée. Alors, pour vous, quelles sont ces habitudes qui peuvent changer? Qu'est-ce qui va changer? Probablement. Beaucoup de choses vont changer, ça c'est clair. Vous savez, la 8e mandature législature, toutes mes excuses, la 8e législature, nous avons connu des députés qui sont seulement, je dirais, de la mouvance présidentielle. Pour cette fois-ci, on constate avec aisance qu'il y a les démocrates, 28 députés démocrates qui feront leur entrée à l'Assemblée nationale. C'est une très bonne chose. C'est clair qu'il y aura des débats d'idées, il y aura des pour et contre, il y aura assez de questions au gouvernement. Nous aurons droit désormais à des questions-réponses. C'est vrai, pour cette mandature qui est en train de fermer, c'est que nous en avons aussi connu, mais pas tellement. Une chose est claire, nous n'aurons pas de députés à l'Assemblée nationale qui vont taper des tam-tams autant de Férosine Vieira Soglo. On n'aura pas de députés à l'image de mon papa. Non, nous n'allons inverser personne, s'il vous plaît. En tout cas, des gens qui mangent de l'arachide à l'Assemblée nationale. Donc, s'il vous plaît, je pense que ce serait du passé. Nous aurons, et je suis convaincu que nous aurons des députés de valeur, des députés qui connaissent la valeur de l'être humain, qui connaissent véritablement... Vous voulez dire que ceux de la 8e législature ne connaissent pas, la valeur humaine? Vous savez, bon, écoutez, cette mandature est composée tout au moins de certains experts, d'experts en communication, en journalisme. Quand je prends quelqu'un comme Malik Gomina, il est député Bière maintenant. Santokor, député Bière, vous voyez, c'est rien que des valeurs. Nous aurons des gens qui sont spécialisés dans leur domaine. Nous n'aurons plus droit aux commerçants ou rien qu'à des entrepreneurs. C'est de ça qu'il est question. Nous aurons des gens qui connaissent la maison et véritablement la maison. Nous aurons désormais, et nous les avons déjà, nous avons des députés, je veux parler de ceux de la 9e législature, mais qui auront le courage de faire des propositions concrètes au chef de l'État, de dire la vérité au chef de l'État. Mais je continue de le dire, Adrien. Est-ce que vous voulez dire que ceux de la 8e législature n'ont pas fait des propositions concrètes au chef de l'État? Ce qu'il faut comprendre, c'est clair. N'ont-ils pas joué convenablement leur rôle? Non, je n'ai jamais dit ça. Ils ont joué leur rôle. Mais du moment où il y a des députés de l'opposition, avant il n'y avait pas de députés de l'opposition. Même si les députés de l'opposition sont minoritaires, ils sont, je dirais, de la minorité parlementaire, mais nous n'aurons plus assisté à des peut-être au vote de certaines lois nocturnes comme d'autres le disent, même si ça devrait être des gens, des députés de l'opposition vont donner de la voix. Ils vont dire non, nous ne voulons pas que ça passe cette nuit. Je les connais, les Eric Gourete. Eric Gourete n'a jamais sa langue dans sa poche. Il va parler. Quel que soit, si éventuellement il y aura consensus ou pas, ou bien conciliable, rien, il va parler. Eric Gourete ne va pas se taire. Alors, très bien. Merci. Nous allons écouter Stéphane très rapidement, si vous le permettez, Adrien. Les habitudes qui vont changer. Oui, absolument. Absolument, c'est... Et l'une des habitudes qui a déjà changé,
c'est qu'on ne dira plus que nous avons une Assemblée nationale monocolore. Je sais tout au moins qu'il y a une autre couleur qui s'est ajoutée. On a déjà une Assemblée multicolore. La deuxième chose, c'est que ces partis qui sont au Parlement, il faut dire qu'ils sont de différentes idéologies. Quand vous prenez, il y a les républicains, il y a les démocrates, il y a les progressistes. Donc, du point de vue d'idéologie, ce sont des idéologies différentes. Maintenant, nous, on va voir si, à la faveur des débats qui vont se mener, chacun va rester dans sa posture idéologique pour mener les réflexions à l'Assemblée nationale, ou si ils vont, dans une certaine mesure, tenir compte de leur conglomérat politique pour défendre leurs intérêts à l'Assemblée nationale. Donc, du coup, comme Adrien le disait tout à l'heure, ce qui va changer déjà, c'est les débats. Il y aura des débats de qualité. Dans la mesure où nous avons désormais une opposition qui a fait son incursion à l'Assemblée nationale et qui voudra faire bonne presse ou bonne figure. Et donc, ces députés de l'opposition mèneront tous les combats nécessaires pour avoir le peuple de leur côté. Donc, moi, je sais que ce qui se passera ne sera pas du tout simple. Il y aura des débats de très bonne qualité et que l'exécutif s'attendent déjà à avoir des interpellations ou comment on appelle ça, des questions orales très souvent. Et l'autre chose aussi, moi je pense que du point de vue des lois qui sont votées, il y a les camps politiques qui, lors des élections législatives, lors de la campagne électorale, ont présenté au peuple un programme de législature. Ils ont dit à l'Assemblée nationale, ils iront pour voter telle loi. Et donc, on verra si, au cours de cette mandature, ils vont mettre en branle ce programme de législature. Toujours est-il que c'est une législature de très bonne facture, du point de vue politique, du point de vue intellectuel. Très bien. Oui, une question, mais je laisse Monachiro réagir. Oui. Bon, en fait, c'est pour dire quoi? Il y a quelqu'un qui a dit que les promesses électorales n'engagent que ceux qui y croient. C'est toujours d'actualité. Absolument. Parce que lorsqu'on va à la conquête des suffrages, on se donne toute la latitude, on se permet tout. Moi, je range beaucoup de discours dans ce registre. Il y en a qui vont même à l'encontre du code électoral. Tout ça pour au moins nous appâter, nous les électeurs, et appâter tant d'autres pour se faire élire. Mais une chose est certaine, de ce qui va changer désormais, les collègues l'ont dit, avec l'arrivée des démocrates, on n'a véritablement plus une assemblée monocolore, on a une assemblée désormais multicolore et avec d'obédience plurielle. Ils l'ont rappelé. On a désormais des démocrates. Ce n'est pas pour rien qu'on se dénomme démocrates. On a des républicains. On a des progressistes. Bon, toutes ces obédiences politiques vont quand même se faire valoir au Parlement. Donc, a priori, sauf erreur de nous tous, nous devons nous attendre à de véritables débats. C'est-à-dire des échauffourées vraiment de parlementaires. Cela dit... Mais pas comme des fédérages. Tout a évolué. Donc les mentalités également ont évolué. Et l'Assemblée doit se mettre au moins dans la logique de l'évolution des choses. Des débats d'idées. Oui, des débats d'idées. Bon, mais je rappelle au passage que Charles n'est que suppléant de son titulaire. On ne sait pas encore s'il va faire son entrée. Si vous êtes dans les... Vous me dites-nous, oui. Certaines choses. Oui. Ce qui doit aussi changer à l'Assemblée, c'est quoi? C'est comment les honorables députés vont accueillir les journalistes parlementaires. Vous savez, nous avons suivi à la télévision. Je ne vais pas avancer les notes des chaînes de télévision ici, puisque je suis sur une chaîne, un plateau ici. Mais j'ai failli couler les larmes où on a renvoyé des journalistes parlementaires de l'hémicycle. C'était pas du tout gai.
Je pense que avec les Mali Gomina, ça ne va plus se répéter. Je pense que ce qui change aussi à l'Assemblée, c'est que nous n'aurons plus droit à certaines bonnes voix, comme les voix de Rachid Badamassi. Très bien. C'est ça, Adrien, qui change à l'Assemblée. C'est ça qui change, effectivement. Les SADO, oui, on ne va plus les entendre à l'Assemblée. Mais exactement. Toujours que de changements et de changements positifs. Alors, oui, nous aurons droit à des débats de qualité, nous le disons, mais n'oubliez pas que nous avons au moins 61 qui font leur première entrée à l'Assemblée nationale. Donc, il leur faut du temps pour s'habituer à la chose, s'habituer au débat, s'habituer, je dirais, à la réglementation, au fonctionnement de l'Assemblée, de l'hémicycle, comment. Mais c'est du temps, alors que nous avons moins de 3 ans à passer. Non, en fait, à moins qu'ils nous laissent croire à autre chose. S'ils ont levé leur petit doigt pour dire qu'ils veulent être députés, c'est quand même pour une cause. Et chacun d'eux connaît, ils savent la mission qui est la leur. Voter les lois. Nous parlons de la qualité même du député. La qualité. En fait, c'est des députés qui maîtrisent les textes. A priori, on ne les connaît pas tous. La belle preuve, 61, c'est beaucoup. Nouveau venu. Il y a peut-être des gens qui avaient déjà l'habitude des arènes politiques, sans être députés. Et qui ont le background nécessaire. Oui. Et n'oubliez pas que certains aussi, parmi les nouveaux, sont revenus. Donc, qui connaissent un peu déjà les arcanes du Parlement. Bon, s'habituer à tout ça, ça ne prendra pas du temps. Non, je ne crois pas. Ça ne prendra pas du temps parce que déjà, même pour les formalités, ils doivent déjà être en train d'être convoqués pour la remise des échanges et leur montrer un peu a priori comment on fait, quel sur son siège, comment s'asseoir sur le fauteuil ou le siège du député et comment on est le micro. En fait, c'est des petites blagues auxquelles ils vont s'habituer. Sinon, si véritablement ils ont quelque chose dans la tête, on ne prend pas du temps pour s'habituer, pour s'accommoder à ça. Oui, je voudrais juste ajouter qu'il faut aussi relever que les partis ne vont pas quand même prendre le risque de positionner de potentiels députés qui ne seraient pas en mesure de faire des débats qu'il faut à l'Assemblée nationale. S'ils ont été positionnés, qu'ils ont eu la chance d'être élus, c'est qu'ils vont tout faire pour faire bonne figure. Et l'autre chose, tu permets, c'est qu'ils n'ont que 3 ans pour prouver qu'on peut encore leur faire confiance. Absolument. Ça, c'est un défi. Absolument. Et ça, là, quand on est vraiment... Ça tourmente la tête. Et ça, je crois que ça va les amener à se mettre droit. Et là, c'est pour tous les députés. Tout le monde. Oui, là, 2026, là, c'est très capital. Oui, Adrien. Vous savez, quand je prends l'actuel chef d'État, Patrice Talon, je pense qu'il n'a jamais été conseiller municipaux, il n'a jamais été maire, il n'a jamais été chef de village, il n'a jamais été député à l'Assemblée nationale. Pourtant, il n'a jamais été ministre. Il n'a jamais été ministre, mais il a accédé directement à la magistrature suprême. Et il garde bien le pays. Il gère le pays et nous sommes contents, nous sommes satisfaits de sa gestion. Donc, c'est pour dire quoi? C'est pour dire ceux-là qui n'ont jamais même touché à la chose politique peuvent bien se retrouver à l'Assemblée nationale. Ils peuvent bien gérer l'Assemblée avec celui qui va accéder au perchoir. C'est de ça qu'il est question. Très bien. Donc, je leur dis d'abord courage. Et puis bon, le chemin est long. 3 ans, c'est peu, mais c'est beaucoup. Très bien. Merci. Nous avons parlé des députés. Parlons à présent de nous-mêmes, hommes des médias. On se souvient que le 12 janvier dernier, lors de la traditionnelle cérémonie de présentation de vœux des corps constitués de la nation, surtout les institutions de la République, au président de la République, le chef de l'État a donné des instructions à la RAC pour qu'il y ait une réforme profonde et haut niveau des médias du Bénin. Adrien Tchoumakou. Vous savez, Patrice Talon, moi je l'ai dit la fois passée, quand j'ai suivi avec intérêt et grande satisfaction son message, ses instructions à l'endroit
du président de la HAC, j'ai dit, mais le monsieur là, c'est la preuve qu'il connaît ce qu'il fait. On a suivi d'abord ces différentes réformes à des endroits donnés dans différents secteurs et il vient maintenant se rapprocher des journalistes. C'est de ça qu'il est question. Moi, je suis très content, je suis très fier de sa volonté politique de réorganiser la presse, de permettre à ce que les journalistes ne vivent plus dans une précarité. Mais ce qui a lieu de dire et de faire, c'est qu'il faut que la HAC fasse effectivement le travail, le rôle à lui assigner. Parce que, vous savez, pour moi, la première réforme, la HAC doit œuvrer. D'abord, la consultation, c'est que la HAC doit aller vers des gens. Je ne vais pas parler seulement des fêtières, mais la HAC doit se rapprocher de certaines associations de la presse qui ont déjà, par exemple, des documents en main, qui ont déjà fait des propositions. Parce qu'une chose est claire, Patrice a reçu tout ce qui se passe. Et c'est au regard de tout ce qui se passe que le chef de l'État a voulu maintenant se préoccuper des conditions de vie et de travail des journalistes. Vous savez que si vous le suivez, il a parlé des conditions de vie décentes des journalistes, des professionnels des médias. Je pense, premièrement, la réforme doit consister à rendre les journalistes plus forts. Je veux parler des professionnels des médias. On doit s'assurer désormais que la dépénalisation de la presse est une réalité dans notre pays. Nous ne devons plus assister à ce qu'on assiste jusqu'à ce jour dans la presse. Les consultations de la HAC doivent aller dans le sens que, par exemple, la presse, la carte de presse doit être devenue, c'est-à-dire on doit rendre plus forte la carte de presse. Regardez, allez au Togo, même en Côte d'Ivoire tout près. Ce que la carte de presse fait aux journalistes, c'est beaucoup, c'est énorme. Nous avons un décret signé par Boni Yahi qui n'a jamais été appliqué dans notre pays, où on dit dans le décret que quand tu es détenteur de la carte de presse, tu dois bénéficier des services gratuitement et bien sûr, les petits de l'Internet. Est-ce que vous bénéficiez gratuitement de l'Internet ici? Non. Est-ce que Canal Plus là, on vous a doté ça gratuitement? Non. Est-ce que dans notre pays, vous avez avec votre carte de presse, est-ce que la carte de presse constitue une mutuelle de santé pour vous? Non. C'est-à-dire, etc. C'est énorme. Voilà. Écoutez, c'est important. Les journalistes aujourd'hui, écoutez, non, c'est très important. Les journalistes aujourd'hui, il faut que je dise cette vérité. Les journalistes sont nombreux à être malades. Les journalistes souffrent ils sont des dialysés. Ils ont la tuberculose. Ils ont l'hépatite A, B, C. C'est la vérité. C'est des choses que nous vivons. Et je pense que Patrice Talon a compris il faut sauver la presse, il faut sauver les journalistes. Mais combien de journalistes aujourd'hui sont déclarés à la Caisse nationale de sécurité sociale, sauf les patrons de presse? Je suis patron de presse, je sais de quoi je parle. Combien de journalistes aujourd'hui gagnent minimum 200 000 francs par mois? Mais ils ne sont pas nombreux. À part les patrons de presse qui sont à 500 000, 1 million par mois, combien de journalistes? Et donc vous êtes à 1 million. Donc vous êtes à 1 million. Moi, mon salaire est connu de tout le monde. Merci. Moi, mon salaire est connu de tout le monde. Je suis pas à 1 million. Mais il faut que les gens comprennent que nous devons saisir cette opportunité pour faire des propositions concrètes au chef de l'État. Si cette réforme doit seulement amener les patrons de presse à continuer à se mettre plein la main de la poche, ce n'est pas la peine. Il vaut mieux que nous vivions dans notre précarité. C'est comme ça que moi je vois les choses. Merci. Il faut que la HAC se rapproche de nous. Nous avons des documents à nous remettre. Si nous transmettons les documents, il faut que la HAC tienne compte de ces documents. Parce que ça ne va pas dans la presse. Très bien. Écoutez, l'impôt de la presse, c'est trop. L'impôt que la presse fait, non, c'est important. Les gens vont parler. Non, vous allez parler. Permettez à Stéphane de 30 minutes, je termine. 30 secondes. 30 secondes. L'impôt, vous savez, l'impôt, c'est la presse aujourd'hui, mais c'est l'impôt qui nous tue. L'impôt tue la presse. Pourquoi ne pas mettre sur pied, par exemple, la centrale d'achat pour que les journalistes aillent s'approvisionner de leur matière première? Merci, Adrien. Ce n'est que des réformes, des propositions.
Merci beaucoup. Merci beaucoup. Oui, Stéphane, j'espère qu'il ne vous a pas... Non, il y a beaucoup de choses. Non, Adrien. Je laisse les autres. C'est très important. Non, parce qu'il faut que je complète. Les journalistes souffrent, les gens ont faim. Stéphane. Oui, je comprends l'émotion de Adrien. Je comprends son émotion et cela, je partage cette émotion avec lui d'ailleurs, dans la mesure où nous savons les conditions dans lesquelles nous vivons, nous qui sommes des professionnels des médias, nous qui sommes journalistes, nous savons comment nous vivons. Et lorsque le chef de l'État vient à nous tendre la main, c'est tout à fait normal et légitime que nous saisissions cette main tendue du chef de l'État. Et c'est pour cela que je voudrais revenir sur deux éléments essentiels. Le premier élément, Adrien l'a souligné tout à l'heure, c'est que la HAC doit pouvoir pleinement, entièrement et en toute impartialité accomplir cette mission. Et ne pas tenir compte de certains lobbies qui vont se construire très rapidement pour que les choses qui vont se faire se fassent dans leur intérêt. Parce que si vous faites bien attention, si la presse, les journalistes ou les professionnels des médias continuent de vivre ou de traîner certaines situations, c'est parce qu'à un moment donné, les problèmes de la presse sont réglés de façon générationnelle où certains essaient de tirer profit et puis après, quand ils quittent, ils laissent la presse Moi, je pense qu'aujourd'hui, il faut aller en profondeur. Et la pièce maîtresse pour régler ce problème aujourd'hui, c'est d'améliorer considérablement la condition de vie du professionnel des médias. Il ne faut pas que les patrons de presse saisissent cette occasion pour tirer le drap de leur côté. Il faut que la réforme touche le dernier des journalistes. Et c'est en cela que je partage tous les des professionnels les vrais professionnels des médias. La carte de presse, la question de la médiamétrie, la question de la convention collective. Aujourd'hui, quand on sait que l'une des mesures sociales du chef de l'État a revalorisé le SMIC, on a dit dans la convention collective, ça vient bien, je ne sais pas combien. Aujourd'hui, là, si on prend la convention collective en l'État, quels sont les patrons de presse qui paient les journalistes réellement sur la base de cette convention de presse? Encore que cette convention collective est déjà dépassée. Donc, il faudrait qu'on table sur cette donnée-là pour faire des propositions concrètes. Il ne faudrait pas qu'on passe seulement de financement d'entreprises de presse pour que ce soit seulement les patrons qui en bénéficient. Très bien. S'il y a financement de presse, qu'on dise à partir de la réforme par quel mécanisme cela va se répercuter sur le professionnel des médias. Donc, il faut que tout cela soit clair. Et l'autre chose qui me tient à cœur, l'un des outils de travail du journaliste, c'est la carte de presse. Il faudrait que cette question-là soit définitivement vidée, réglée. D'accord. Aujourd'hui, on a passé une campagne électorale, je ne cesserai jamais de le dire, on a passé une campagne électorale sans la carte de presse. C'est une anomalie. Ça, c'est vrai. Il faut régler. C'est important. D'accord. Oui, alors, Mudashiru Souberou, c'est vrai, abondant peut-être dans le même sens avec les collègues, il y en a. Et là, le conseiller, ancien conseiller à la HAC, Agapit Napoléon Maforican, l'avait dit ici sur ce plateau, qu'il faut d'abord que la HAC elle-même soit qu'il y ait une réforme revue complètement dans son système de fonctionnement. Vous partagez la même... Avant que je n'y vienne, vous avez vu l'émotion qu'a suscité tout à l'heure les débats. Ça m'amène un peu à avoir une profonde mémoire à nos collègues, confrères et consoeurs qui ont perdu la vie. Ça, c'est vrai. Par manque de sécurité sociale. Manque de soutien. Qui ont perdu la vie par manque de moyens. Ils ont lutté contre la maladie. Et ils n'ont pas eu les moyens de franchir le cap. Ils sont partis. C'est ça. Que leurs âmes, toutes leurs différentes âmes reposent en paix. C'est ça. Et qu'un jour, avec ce qui est en train d'être fait là, qu'on puisse au moins revenir, parce qu'ils ont laissé des progénitures. Absolument. Qu'un jour,
le secteur des médias retrouve sa lettre de noblesse. Ce serait vraiment grave. Ça va nous grandir. Et par rapport à ça, j'ai dit, quand je prends l'état des lieux, qui est le nôtre, c'est désolant. Je ne sais pas si vous voulez qu'on parle, je suppose. Hein? Allez-y, puisque n'oubliez pas que nous sommes régis par le temps. Bon, c'est malheureux. Bon, j'en d'accord, allez-y quand même. Tiendez compte. Notre secteur est agonisant. C'est fracassé. C'est descendu de son piédestal, comme l'a dit l'autre. Et aujourd'hui, le journaliste, vous voyez ce qu'il devient? Vous voyez le regard qu'on a de journaliste? C'est piteux. Presque aucune considération. C'est triste. Et c'est pitoyable. Moi, loin que ça me fasse rire, ça me fait réfléchir. Et chaque fois quand j'y pense, j'ai toujours la chair de poule. Mais c'est une corporation. On parle d'une corporation. Autant que vous êtes ici, là, vous pensez que vous avez une carrière? Erreur de vous. Erreur de nous tous. Ça, c'est une profession, le journalisme. Vous voyez comment on l'amène ici? Quelqu'un peut se targuer d'avoir vécu d'abord toute sa carrière et de se réserver une retraite paisible. Et pourtant, nous disons que... Dans le journalisme? Oui, mais c'est une profession. Et pourtant, nous disons que nous sommes des journalistes. C'est nous. Non, en fait, c'est... À la limite, c'est... Et donc, le chef de l'État a très bien vu en sollicitant cette réforme profonde. Une fois encore, oui, je le remercie. Parce que je pensais qu'il allait passer les 10 ans sans se rappeler de nous. Non, franchement. Mais il s'est rappelé de nous, c'est très important. Et à une occasion solennelle, la présentation des vœux devant les corps constitués de la nation. Il a choisi très bon moment pour le dire. Ouais. Mais qu'est-ce qu'on en fait, nous les concernés? Vous voyez déjà, si c'est fora ou c'est forum, excusez-moi, vous voyez les débats, les sens dans lesquels ça va. C'est réluisant ça. On dirait qu'à la limite, on n'est même pas consciencieux, nous-mêmes. Le type nous tend cette perche. Au lieu que de la saisir, la meilleure manière maintenant est de commencer par s'organiser. Et tout de suite, c'est le moment pour chacun d'être dans la délation. Je ne sais pas si quand certains viennent partager peut-être leurs instants de délire avec cette question. C'est assez sérieuse. C'est dommage. D'accord. Vous voyez, je vais donner 2 exemples en comparaison. Quand je prends le Bénin, tout au plus, toutes statistiques confondues, on n'est que 12 millions. Au jour d'aujourd'hui, les dernières statistiques de l'INSAE ou ça va sortir, pas plus. Quand vous prenez l'autre univers médiatique, vous savez combien de quotidiens on a? Un minimum de 80. Vous savez combien de radios on a? Je ne peux pas les compter. Surtout avec l'Internet aujourd'hui, et radio, et télé, tout se démultiplie. Quand vous prenez le Sénégal à côté, ils ne sont que 25 millions. Vous pensez qu'ils ont 80 organes? Tout au plus une dizaine, pour ne pas dire une douzaine. Et ils raisonnent là-bas en termes de groupe de presse. En termes de groupe de presse. C'est-à-dire, c'est un conglomérat de beaucoup de secteurs ensemble. Et chaque journaliste au moins s'épanouit, puisqu'il vit au moins de son travail. Est-ce que c'est le cas chez nous? Bien dommage. C'est ça l'état des lieux qui nous interpelle tous. Et c'est heureux que le chef de l'État nous ait maintenant remis, puisque depuis 7 ans, il n'a fait que couper l'aide de l'État. Et on a vu tout ce que chacun de nous est. L'aide de l'État coupée a montré à la face du monde le vrai visage de la presse béninoise. En fait, l'aide de l'État a coupé, les contrats coupés. Bon, j'ai dit, merci de l'ajouter. Oui, contrat et aide de l'État. Bon, surtout l'aide de l'État. Parce que c'était annuel. Donc, c'était gros. Ça venait chacun. Mais quand on a fini de faire ça, là, ce que chacun de nous est devenu là, on a vu. Hein. Donc, moi, je salue une fois encore le chef de l'État. Que ceux qui sont missionnés pour faire ce travail-là, sachent qu'il faut y mettre de la conscience. Il faut y mettre du sérieux. C'est le premier magistrat du pays qui a confié cette mission. Si l'institution venait à rater la mission,
je crois qu'elle va répondre devant qui de droit. Très bien. Merci. Donc, par rapport, d'autres... Adrien, oui, il y a Adrien, beaucoup de choses d'ailleurs qui ont été déjà dites. Ce que je vais ajouter, c'est quoi? D'abord, je voudrais parler de la réforme déjà au niveau de la HAC elle-même. Tout part de la HAC. Tel que la HAC est constituée, il serait difficile à ce que la presse soit sortie du naufrage. C'est ça. Tel que la HAC est constituée. Vous voyez, par exemple, on parle d'une structure qui protège qui protège les journalistes et qui régule les médias. Une institution qui, aujourd'hui au Bénin, constitue pour nous notre ministère, puisque la presse et les journalistes n'ont pas de ministère. Leur ministère, c'est la HAC. Et c'est en même temps leur institution de régulation. Mais il n'y a que 3 professionnels des médias, c'est-à-dire 2 journalistes et une technicienne qui aujourd'hui va à l'Assemblée nationale. Donc, il n'y a que 2 journalistes qui constituent la HAC. D'accord. Vous voyez le problème? Donc, c'est des professeurs qui sont là, des commerçants. Bon, on a tout, presque tout, sauf des paysans. Oui, allez-y, parce que nous sommes presque à la fin de ce qu'il faut dire, c'est quoi? C'est qu'il y a tellement de propositions. Et M. Moretti, président de la HAC, qui, bon, c'est vrai, qu'est-ce qu'il peut? S'il n'est pas du secteur, s'il ne maîtrise pas le domaine, il n'est pas du secteur, il est professeur. Les professeurs de mathématiques. Mais cela c'est à décider que le chef de l'État... Non, c'est parce qu'au plan politique, c'est ça qu'il est bon pour gérer ça. Je ne dis pas qu'il ne gère pas bien. Non. Encore que ça va peut faire là, même si vous venez de le dire, Adrien, vous l'avez dit tout à l'heure pour les députés, que même... Depuis 8 mois, ne détiennent pas leur carte de presse en cours de validité. C'est très grave qu'on gère une élection dans notre pays. Merci. Une élection couverte par les profitez très rapidement, Adrien, bien faire leur travail. Vous faites votre conclusion, s'il vous plaît. Ce qu'il faut dire, c'est que Patrice Talon a bien fait d'ouvrir la réforme en ce qui concerne le secteur des médias. Qu'on veille, qu'on nous écoute, que les gens prennent en compte ce que nous disons. D'accord. Moi, j'ai dit la fois passée, pourquoi nous ne pouvons pas avoir une cité des médias, des journalistes? D'accord. Ou à Cotonou, on peut l'avoir. Ce sont des propositions qui ne sont pas tombées dans les oreilles du sourd. Les états généraux de la presse, Adrien, les résolutions sont là. La conclusion, nous sommes gérés par les gens comprennent que nous ne devons plus attendre aussi l'aide de l'État à la presse. C'est fini. Stéphane, votre Donc, conclusion. la réforme doit nous amener à s'assurer que nous n'avons plus, c'est-à-dire si c'est pour liberté de presse, là, on n'ira plus en prison. Merci beaucoup. Mais on doit travailler. Mais le véritable problème, c'est qui est journaliste. D'accord. Il y a ce problème qu'il faut régler. On aura d'autres occasions pour en parler, Adrien, s'il vous plaît. Nous allons clôturer en faisant le tour de table. Stéphane, s'il vous plaît. Nous aurons d'autres tribunes pour en parler. Ce n'est que le début, Adrien. Oui, Stéphane, si vous m'invitez, je serai là. Nous allons toujours vous inviter, puisque vous êtes toujours là. Parce qu'on se dit que je parle beaucoup. Non, mais vous êtes toujours là. Alors, attention, Adrien. C'est pas que vous écoutons. Oui, il faut... Déjà, vous remercier pour l'invitation et demander à ce que la HAC fasse ce travail comme cela se doit et que nous n'ayons plus à vivre dans les jours très très prochains ce que nous vivons aujourd'hui en tant que professionnels des médias et que tout se fasse très vite pour que nous ayons au moins nos cartes de presse. Ou au moins que la HAC nous dise par rapport au cas de presse, où est-ce qu'on en est? Parce qu'il y a un mutisme, autour du sujet. Merci Adrien. Monsieur Moudachiro, il a dit que c'est le président de la HAC qui bloque la carte de presse. C'est Goubedi, je l'ai interviewé là-dessus encore. Nous allons y revenir. Le président de la HAC qui a bloqué, mais si on lui dit d'imprimer les cartes, il suffit qu'il appuie sur le bouton, les cartes vont sortir. D'accord. C'est ce qu'il m'a dit. C'est compris. C'est déjà heureux. Nous n'avons pas de carte de presse. Moudachiro, pour conclure. Oui, merci Théodule, merci pour l'invitation. Je crois que le débat est vraiment sérieux. C'est ça. Et une fois encore, moi j'en appelle à la responsabilité de la HAC. Le chef de l'État n'a missionné que la HAC et qu'elle prenne rapidement les taureaux par les cornes
faut que vivement et au plus tôt, on ait une solution à ces multiples problèmes. Franchement, parce que quand même, on a parmi nous des gens qui réfléchissent. Oui, c'est-à-dire, on mêle le débat à tout l'ego. Très bien, merci. On n'a qu'à laisser tout ça là et régler. C'est profond. Merci à vous, chers collègues. Mudashiru Soubouérou, je rappelle que vous êtes le rédacteur en chef de quotidien L'Autre Quotidien. C'est bien ça. Merci à vous. Merci Stéphane Arinoukhosou, rédacteur en chef de quotidien L'Autre Vision. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Et puis Adrien Tchomakou, directeur de publication du quotidien Fraternité. Adrien, merci d'être là. C'est un plaisir. Oui, toutes nos excuses, chers téléspectateurs. Nous avons fait avec les hommes des médias. Et oui, c'est ça. Ça a été un peu houlé par moment. C'est de ça qu'il s'agit. C'est aussi ça, la presse, mesdames et messieurs. Merci de nous avoir suivis. Le programme continue. Ce dimanche, c'est politique. Nous aurons d'autres tribunes pour en parler de ces sujets qui brûlent. Merci pour votre attention. Le bulletin de l'information après nous et puis toute l'équipe de Dimanche, c'est politique pour le débrief après.